Je suis le docteur Julien Rouet, je suis chirurgien orthopédiste au centre du genou de la clinique des Lilas et je vais vous présenter le genou instable. Donc, je vais vous parler de l'instabilité du genou. Je vais essayer de me mettre dans votre situation au cabinet. La situation est très différente de la nôtre parce que dans notre établissement, on a un plateau technique qui nous permet d'avoir radio, scanner, IRM dans la journée, donc ce qui nous facilite grandement la prise en charge. Vous, au cabinet, l'exercice est plus difficile avec une analyse le plus souvent uniquement basée sur la clinique, en tout cas lors de la première consultation. L'instabilité du genou, c'est quoi? C'est un motif fréquent de consultation où les gens viennent, disent mon genou ne tient pas, mon genou lâche, mon genou s'est déboîté. Et la première notion à obtenir, c'est l'information, c'est la notion de traumatisme ou pas. Donc, y a-t-il eu un traumatisme récent? Si c'est le cas, il va falloir s'assurer de la nécessité ou non d'un bilan radiographique avant l'examen clinique pour éliminer une éventuelle fracture. Pour ce faire, il y a les critères d'Ottawa. Et donc, si le patient présente un de ces 5 critères qui ont été définis en 1995, il y a une indication à un bilan radiographique genou face profil avant l'examen clinique. Donc, si le patient a plus de 50 ans, s'il a une douleur isolée de la rotule, s'il a une douleur de la tête du péroné, s'il a une incapacité à plier le genou à plus de 90 degrés, ou s'il est dans l'incapacité de faire 4 pas, alors il faut réaliser un bilan radiographique avant l'examen clinique. S'il y a une fracture sur cette radiographie, il y aura évidemment une indication à un avis orthopédique en urgence. Et nous, ce qui va nous intéresser là essentiellement, c'est lorsque la radiographie est normale ou lorsqu'il n'y a pas d'indication à pratiquer une radiographie avant l'examen clinique. Dans ces cas-là, on va pouvoir faire notre examen et l'approfondir. Afin de mieux l'orienter, il est important d'avoir les différentes étiologies à rechercher en tête. Et en gros, il y a 3 types de pathologies dans l'instabilité du genou sans lésion osseuse. Il y a tout d'abord les lésions de l'appareil extenseur. Après, il y a aussi les lésions rotuliennes et les lésions ligamentaires. Alors, les ruptures de l'appareil extenseur, ce qui est important surtout, c'est d'y penser. Il y a donc 2 types de ruptures, soit les ruptures du tendon quadricipital, soit du tendon rotulien. Le diagnostic, il est clinique. C'est l'impossibilité d'avoir une extension active du genou. Donc, c'est l'impossibilité pour le patient de décoller le talon du lit genou tendu. Donc, ce diagnostic est clinique et assez facile à faire quand on y pense. Et régulièrement, on palpe la dépression à l'endroit de la rupture. Donc, si c'est le cas, il y a une indication à une réparation chirurgicale en urgence. La deuxième pathologie qu'on peut avoir dans l'instabilité du genou, c'est l'instabilité rotulienne. Donc, le diagnostic est également clinique. Avec à l'interrogatoire, on va rechercher un épisode de dérobement ou de luxation de la rotule. Puis, à l'inspection, on va rechercher des facteurs de risque, à savoir un morphotype en génivalgum ou alors un signe de la baïonnette. Puis, lors de la palpation, on va rechercher une douleur du bord interne de la rotule et surtout, le signe le plus important, c'est le signe d'appréhension au smiley. Donc, le signe de smiley, c'est lorsque l'examinateur exerce une poussée vers l'extérieur de la rotule et le patient ressent une appréhension par crainte d'un dérobement de la rotule. S'il s'agit du premier épisode de luxation de la rotule, le patient doit être immobilisé 4 semaines dans une attelle rigide en extension de type Zimmer pour tenter d'obtenir une bonne cicatrisation de l'aileron rotulien interne. Ensuite, le patient pratiquera des séances de rééducation, de recentrage rotulien. En cas d'épisode répété, il y aura alors l'indication à un avis chirurgical avec un bilan radiographique complet. Le troisième type de pathologie dans l'instabilité du genou, c'est l'instabilité ligamentaire. Donc, il y a 2 plans dans les ligaments. Il y a le plan sagittal. On va rechercher une atteinte du pivot central, à savoir le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Et dans le plan frontal, on va rechercher une atteinte des plans latéraux, ligament latéral interne et ligament latéral externe. On va s'intéresser davantage à l'examen clinique du ligament croisé antérieur. Et donc, les 2 tests à rechercher, c'est le Lachman et le Rosso pour confirmer la rupture du ligament croisé antérieur. Tout d'abord, le Lachman. Donc, le Lachman, je vous conseille pour le réaliser correctement de positionner votre genou sous la cuisse du patient.
ce qui va permettre au patient d'être davantage détendu. Puis après, on va rechercher donc, cette laxité antérieure. Le deuxième test, c'est le Rosso Jerk Test. Cet examen est un peu plus difficile à réaliser. Il faut vraiment que le patient soit bien détendu. On positionne l'examinateur avec une main, met le pied en rotation interne, puis avec son autre main, va exercer une pression sur la face latérale du tibia pour donner une force en valgus. Et la mise en flexion va déclencher le Rosso, qui en fait est une subluxation antérieure du tibia. Donc, une fois qu'on a fait notre examen clinique, on aura donc un diagnostic clinique et on va prescrire la réalisation d'une imagerie pour avoir une confirmation de nos données cliniques. Dans l'attente de cet examen, on met en place un traitement symptomatique avec une attelle rigide, un glaçage et des antalgiques. Quelle imagerie réaliser? Une radiographie, on a vu tout à l'heure que c'est un examen de débrouillage qui va permettre d'éliminer une éventuelle fracture, mais ce n'est pas un examen qui va nous donner des informations sur les ligaments croisés, par exemple. L'échographie. L'échographie est un bon examen pour analyser les structures superficielles du genou, donc notamment les ligaments latéraux. Par contre, ça ne va pas nous donner d'informations sur le pivot central, donc ce n'est pas un bon examen clinique dans cette situation. Le troisième examen, c'est l'IRM. L'IRM, c'est un examen fiable pour l'analyse des ligaments et des ménisques. Ça a une très bonne sensibilité aujourd'hui, avec une rupture des lésions du ligament croisé antérieur. On retrouve sur ces ruptures-là une sensibilité et une spécificité autour de 90%. Voici un exemple d'image IRM. Donc, l'image de gauche est une image normale, un genou de profil, avec en bas le tibia, en haut le fémur et à gauche la rotule. Et on voit bien le ligament croisé antérieur qui part du tibia et qui va jusqu'au fémur. L'image de droite est la même image, mais dans le cas d'une rupture complète du ligament croisé antérieur. Faut-il réaliser cette IRM en urgence? La réponse est oui. Il y a une ancienne notion qui dit que l'œdème périlésionnel et l'hémarthrose rendent ininterprétables les IRM et qu'il faut attendre une dizaine de jours. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. On a une définition des IRM qui a nettement progressé et on peut avoir un diagnostic lésionnel précis en urgence. Ça va permettre de nous confirmer la rupture du ligament croisé antérieur et d'éliminer également des lésions associées. Une fois l'IRM réalisé, il y a une indication et une consultation chirurgicale rapide, essentiellement pour de l'information médicale, à savoir que le patient, il faut l'informer que sans ligament croisé antérieur, il va pouvoir marcher, il va pouvoir avoir une vie normale, quasi normale, en dehors des activités sportives. Que l'opération n'est pas systématique et qu'en tout cas, elle n'est pas réalisée en urgence. Cet examen clinique, lors de la consultation, va nous permettre de savoir si on peut retirer l'attelle et dans ce cas-là, on va la retirer dès que possible et le patient va pouvoir débuter des séances de rééducation. Cette rééducation précoce et cette ablation précoce de l'attelle va nous permettre d'avoir moins de raideur et moins d'amyotrophie musculaire, donc une récupération plus rapide. Alors, la rupture du ligament croisé antérieur en France, en 2019, c'est plus de 40 000 ruptures opérées. Il y a la moitié des ruptures qui sont liées soit à un accident de ski ou de foot, et il y a 30% des ruptures du ligament qui sont liées à des accidents en dehors des activités sportives. Qui opérait du ligament croisé antérieur? Ça, c'est, je vais vous exposer 3 éléments à prendre en compte dans le choix thérapeutique des ruptures du ligament croisé antérieur. Tout d'abord, on a une population qui change. Aujourd'hui, on le sait, on a un vieillissement de la population et on a une augmentation des activités sportives chez les seniors. Deuxième élément, on a une chirurgie qui évolue. Effectivement, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques chirurgicales de type DT4 arthroscopique, par exemple, on a l'avantage d'être mini-invasif. On va utiliser une greffe qui va être courte en utilisant un seul ischio-jambier, le demi-tendineux. On va pouvoir réaliser également des tunnels osseux qui seront de plus petite taille. Donc, ces techniques mini-invasives ont des résultats qui sont comparables aux autres techniques et nous ont permis une réduction de la durée de l'intervention
et une hospitalisation, enfin aujourd'hui, cette intervention est pratiquée en ambulatoire. Donc le patient rentre le matin et sort le soir. La récupération est donc plus rapide avec une reprise d'autonomie précoce. Le troisième élément à prendre en compte dans le choix thérapeutique, c'est une littérature qui est encourageante. Effectivement, la chirurgie du ligament croisé antérieur chez les patients de plus de 50 ans, aujourd'hui, c'est une chirurgie qui est validée avec une procédure fiable et des résultats qui sont même équivalents aux populations plus jeunes. Donc, avec ces trois éléments, quelle est notre conduite à tenir sur une rupture du ligament croisé antérieur en fonction de l'âge? Avant 25 ans, le traitement est chirurgical. Pourquoi? Pour protéger le genou du patient, pour protéger son ménisque et son cartilage. Entre 25 et 40 ans, ça va dépendre de plusieurs critères. L'activité sportive, la profession, une profession à risque, et la demande du patient. Si le patient pratique par exemple un sport en compétition, le traitement sera d'abord chirurgical. Si le patient ne présente aucun de ces trois critères et qu'il est sédentaire, il va pouvoir bénéficier d'un traitement premier de rééducation. Et ce n'est qu'en cas d'échec de ce traitement, c'est-à-dire en cas de persistance d'une instabilité malgré une rééducation bien conduite, que le patient aura une indication chirurgicale. En l'absence d'instabilité après rééducation, le patient pourra reprendre ses activités sportives. Chez le patient de plus de 40 ans, le premier traitement est toujours le traitement de la rééducation. Par contre, en cas d'instabilité persistante après rééducation, alors il y aura une indication à un traitement chirurgical. En conclusion, pour un genou instable, il n'y a pas que la rupture du ligament croisé antérieur qui donne une instabilité du genou, donc il faut bien penser également aux autres pathologies. La lésion de l'appareil extenseur, les lésions rotuliennes et les autres lésions ligamentaires que la rupture du ligament croisé antérieur. Deuxième élément, l'IRM dans la semaine est une bonne indication, donc il faut essayer d'avoir une IRM assez rapide, une consultation orthopédique rapide pour informer le patient, le rassurer et pouvoir lui retirer l'attelle et débuter la rééducation dès que possible. Enfin, une rupture du ligament croisé antérieur après 40 ans. Et si le patient garde une instabilité malgré une rééducation bien conduite, il y a alors l'indication à un traitement chirurgical. Je vous remercie. Alors, je m'appelle Jean-Sébastien Béranger, je suis chirurgien orthopédique à la clinique des Lilas. Et je vais vous parler, moi, pour ma part, du genou bloqué. Le blocage du genou, qui est un sujet aussi assez fréquent, récurrent dans les pathologies du genou, qui peut effectivement intervenir en cabinet. Donc ça, c'est un arbre décisionnel qui est tout de même assez compliqué quand on le voit comme ça en premier abord, avec beaucoup de diagnostics et beaucoup de causes. Je vais tenter de vous l'expliquer dans ce topo, de savoir comment orienter son diagnostic et les examens paracliniques. Donc en premier lieu, le patient arrive dans votre cabinet et dit « Docteur, mon genou se bloque ». Comme très souvent en médecine, le diagnostic est réalisé par l'interrogatoire. Alors déjà, il faut différencier les blocages qui sont vrais, c'est-à-dire que le patient a une impossibilité de fléchir, voire tendre le genou. Il est vraiment bloqué à un certain degré de flexion. Et les pseudo-blocages, où globalement le patient décrit des blocages, mais il arrive tout de même à obtenir quasiment l'extension, à arriver à fléchir un peu son genou, et surtout la douleur qui l'empêche. Il faut pour cela déterminer le contexte, savoir s'il y a eu un traumatisme, si le problème est ancien ou récent, bien évidemment, rechercher l'âge du patient, bon, ça coule de source. Il faut s'intéresser également aux antécédents de son genou. Une rupture ligamentaire, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle a été opérée ou pas? Est-ce que son genou est stable ou pas, stabilisé ou pas? S'il existe une arthrose de son genou connue, s'il y a eu plusieurs traitements par rapport à ça, si le patient a une ostéochondrite de son genou. Et enfin, rechercher quel type de pratique sportive il fait ou même sa profession. Ensuite, cliniquement, qu'est-ce qu'on cherche? Déjà, la réalité du blocage. Effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a des blocages qui sont vrais et des pseudo-blocages. Donc, il faut vraiment le constater et rechercher entre quel degré et quel degré de flexion et d'extension le patient est bloqué. Ensuite, il faut réaliser des tests pour rechercher des instabilités de genou, alors ce qui peut parfois être très difficile dans le cadre d'un blocage vrai du genou. Ces tests sont les examens de Lachman et le test du Rosso, que le docteur Rouet vous a décrit tout à l'heure. Là, à gauche de votre écran, un test de Lachman. Donc, on prend le fémur et le tibia du patient dans chaque main et on imprime un tiroir antérieur de façon très légère
lorsqu'on est brutal, le patient peut s'enraidir, peut se contracter, et on a une impossibilité à retrouver ce fameux test du Lachman. À droite, le test du ressaut. Donc, en flexion valgus rotation interne, on ressent un ressaut rotatoire du ligament et qui est pathognomonique d'une rupture du ligament croisé antérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on recherche en deuxième intention? Des douleurs méniscales, tout simplement. Pour ceci, on fait ce qu'on appelle une palpation méniscale de Mac-Murray, où on vient imprimer une flexion du genou, une grande flexion, et on palpe l'interligne articulaire, mais en arrière du genou et non pas en avant. Ça permet de palper les ménisques. En avant, l'interligne articulaire, c'est plutôt les pathologies arthrosiques. Enfin, le fameux test du Smiley, le choc rotulien dont parlait le docteur Rouet également avant. Le choc rotulien, c'est la vidéo à droite qui va se lancer. On vient bloquer la rotule du patient et l'enfoncer dans le genou comme un glaçon dans l'eau. Et lorsqu'elle s'enfonce, effectivement, il y a de l'eau dans le genou. Et enfin, le test du Smiley, c'est l'appréhension rotulienne dans le cadre des luxations de rotule. On va pousser la rotule du patient en externe et lui demander de fléchir le genou. C'est positif lorsque le patient retient son genou, ne veut pas le fléchir. Et globalement, il s'empêche de fléchir le genou de peur de se luxer la rotule. Alors, dans ce cas-là, devant un blocage du genou, quelle imagerie demander? Donc, j'essaie de dichotomiser avec les patients jeunes que j'ai arbitrairement dit à moins de 55 ans. Donc, un blocage aigu vrai du genou, évidemment, il faut tout de suite penser à une pathologie méniscale. Pas hésiter à rechercher, à demander une IRM rapide. Alors, il n'y a plus du tout de notion de délai, il faut attendre 3 semaines, etc. Il faut l'obtenir quand on peut l'obtenir. Et on recherche bien évidemment une anse de saut d'un ménisque. En revanche, si l'histoire est chronique, ancienne, on peut réaliser des radiographies, parfois même un arthroscanner. L'idée, c'est de rechercher un corps étranger intra-articulaire qui vient provoquer un blocage de son genou. Et chez les patients jeunes, c'est plutôt des histoires d'ostéochondrite ou de luxation de rotule. Chez le patient âgé, donc plus de 55 ans, lorsque c'est aigu traumatique, de simples radiographies peuvent orienter le diagnostic. Il peut s'agir tout simplement d'un ostéophyte mobile, c'est-à-dire une production osseuse anormale dans le cadre de l'arthrose qui peut se décrocher dans l'articulation et se mobiliser dans l'articulation, ou alors réaliser une IRM à la recherche d'une lésion mobile méniscale qui entraîne de vrais pseudo-blocages. En revanche, si l'histoire est chronique, évidemment des radiographies avec une incidence de Schuss qui nous permettra de diagnostiquer une arthrose véritable, et peut-être que le patient est sujet à une poussée arthrosique qui peut être parfois très douloureuse et entraîner de vrais blocages du genou. L'échographie, la place de l'échographie dans l'examen paraclinique du genou, il y en a peu en fait. Il y a très peu de. C'est pas un bon examen de débrouillage, c'est pas un bon examen de diagnostic, en tout cas de première intention. Les radios, l'IRM sont très très performants dans le diagnostic des pathologies du genou. En revanche, il est très indiqué dans des gestes d'infiltration, des recherches de pathologies un peu plus particulières, par exemple les ménisques hypermobiles. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de blocage de genoux. Par exemple, là, un exemple d'anse de saut du ménisque latéral. À gauche, il s'agit d'une IRM en coupe sagittale avec ce qui est symbolisé en rouge, les petits croissants, les petits triangles représentant le ménisque latéral. À droite, on retrouve ces deux triangles, mais tout le segment postérieur du ménisque latéral est venu en avant, entraînant un blocage du genou. D'ailleurs, vous pouvez constater du blanc dans l'articulation qui correspond à un épanchement, à de l'hémarthrose dans le genou, sur ce genou traumatisé qui souffre. Pareil, une anse de saut du ménisque médial. Donc là, à gauche, une image en coupe sagittale, où on voit en jaune le ligament croisé postérieur, et en rouge, le ménisque médial qui est coincé dans l'échancrure du genou. C'est la fameuse image en double ligament croisé postérieur, décrite dans plusieurs livres. À droite, le même ménisque, donc en coupe frontale, où on voit ce ménisque médial qui est complètement luxé dans l'échancrure, bloqué, et on ne voit plus du tout le triangle méniscal complètement interne au contact du ligament latéral interne. Une vue arthroscopique d'une anse de saut du ménisque médial. Donc l'anse de saut, je suis désolé, je n'ai pas de souris, c'est le morceau de ménisque qui se coince en avant du condyle. On le voit très bien à droite. On voit ce morceau de ménisque qui devrait être en arrière du genou et qui est complètement basculé en avant et qui bloque le genou.
Alors, qu'est-ce qu'on fait devant ce type de lésion méniscale? Là, c'est un exemple juste d'une simple suture méniscale. On voit cette lésion du ménisque latéral sur l'écran à gauche. Et à droite, on vient mettre un dispositif pour suturer les ménisques. Il y en a plusieurs types de plusieurs labos. On vient mettre ces encres, en fait, c'est vraiment un implant avec du fil tressé avec un nœud déjà réalisé. Ça nous permet de réaliser cette suture méniscale sans aucun problème. Maintenant, un exemple de corps étranger intra-articulaire. Donc, à gauche, une coupe sagittale d'un arthroscanner. Donc, il y a eu un produit de contraste injecté dans le genou. C'est pour ça qu'il y a du blanc dans la cavité articulaire. Et on voit se dessiner un corps étranger intra-articulaire en arrière de l'échancrure, en arrière du ligament croisé postérieur. Ce corps étranger, lorsqu'on fait défiler un peu plus loin les images sagittales, provient en fait d'un morceau de cartilage qui s'est décroché du condyle interne et donc flotte dans le genou et peut provoquer des blocages du genou, que ce soit en flexion ou en extension, de façon récidivant avec souvent un épanchement intra-articulaire. Enfin, quelque chose qui est aussi pourvoyeur de blocage du genou, c'est la luxation de rotule avec ses lésions de passage. Là, il s'agit d'une coupe IRM axiale avec les lésions de passage du bord médial de la rotule qui est venu s'impacter sur le bord latéral du fémur, ici encadré en jaune. Une véritable décapitation de la rotule avec un bout de cartilage, un corps étranger intra-articulaire qui est libre, et la lésion du ligament médial du genou, enfin de la rotule, très souvent abîmé dans ce genre de cas, témoin d'une luxation récente de la rotule. La même image en vue arthroscopique, à gauche, un écran avec ce fragment intra-articulaire de rotule qui se balade dans le genou et qui peut, on peut le comprendre, provoquer un blocage. Alors là, on va le retirer avec une pince, tout simplement. Et à droite, votre écran à droite, avec cette même rotule, et on voit la petite lésion cartilagineuse qui manque, du sang au niveau de la rotule. Et je vais vous montrer le fémur qui est en bas, là, le blanc, et la lésion de passage qui est juste ici. Donc la rotule est venue se cogner sur le fémur et s'est décapité à ce moment-là le bord médial de la rotule. Un cas particulier de blocage du ménisque de façon non aiguë et récidivante sont les ménisques discoïdes. En fait, on voit l'image en haut à gauche où on voit le fémur, le condyle fémoral qui est blanc à droite, qui est rond, un crochet qui vient palper un ménisque qui recouvre entièrement la surface tibiale de l'articulation. Avec un ménisque, en fait, il y a trop de ménisques. Et ça peut entraîner des blocages ou des pseudo-blocages, surtout du genou. Donc, le traitement à droite, il s'agit de réaliser une méniscoplastie. On vient morceler le ménisque, surtout sa partie centrale, qui normalement n'a rien à faire là, afin de retirer cette partie méniscale en trop. Et en bas, sur votre écran, l'aspect péropératoire à la fin de l'intervention, où on a redessiner un ménisque latéral avec une forme anatomique normale. Que faire ensuite? Alors, devant une lésion qui est traumatique, un blocage aigu, a priori, on a le diagnostic, une once de saut du ménisque, un corps étranger, voire un ménisque hypermobile. Évidemment, il faut l'adresser à un chirurgien orthopédiste pour avoir son avis sur la conduite à tenir et surtout le délai chirurgical. En revanche, une lésion chronique avec une acclimatisation récente, globalement une poussée arthrosique, un syndrome rotulien qui devient un peu plus douloureux, une récidive de luxation de rotule sont véritablement lésions de passage. On peut l'adresser à un médecin du sport, voire à un rhumatologue, afin de détailler un peu le diagnostic et débuter un traitement médical, et secondairement peut-être un avis chirurgical. Plusieurs idées reçues dans ce type de pathologie. Premier exemple, un patient de 45 ans qui a un blocage sur une anse de saut du ménisque médial et une rupture ancienne du ligament croisé antérieur. Que faire? Donc, globalement, ce patient, on considère qu'il est peut-être un peu trop vieux pour avoir une chirurgie du LCA. Il n'est pas vraiment sportif, en plus pas du tout du haut niveau. Est-ce qu'il y a véritablement un intérêt aux ressources de son ligament croisé antérieur? A priori, pour nous, ça ne rentre pas forcément en compte. Il faut tout de même l'adresser à un chirurgien pour avoir son avis. Un patient de 45 ans qui a une rupture du croisé antérieur avec un blocage en anse de saut, il peut être candidat à une reconstruction du ligament croisé antérieur, malgré tout. Pareil, un patient de 60 ans, donc plutôt jeune, qui a un blocage du genou sur une poussée arthrosique très douloureuse et qui a déjà bénéficié d'un traitement médical poussé de cette arthrose. Pour certains, pour beaucoup, ce patient est trop jeune pour bénéficier d'une prothèse. C'est une chirurgie qui est dangereuse, qui est lourde. Il y a peu de bénéfices sur la qualité de vie. Tout ça, en 2020, ça a complètement changé.
il est jeune, bien évidemment, mais bon, son genou est tout de même usé. La chirurgie d'une prothèse de genou peut se discuter. Il faut bien évidemment solliciter l'avis chirurgical. Une prothèse de genou peut se discuter, mais là, je rentre en compte, bien évidemment, mais il n'est pas fondamental dans la décision de l'indication opératoire pour une arthroplastie totale de genou. Alors, pour revenir à mon arbre décisionnel du début de topo, donc on a un blocage du genou. Il faut déjà diagnostiquer si c'est un vrai blocage ou si c'est un pseudo-blocage. Dans le cadre des vrais blocages, bien évidemment, les premiers diagnostics sont la douleur méniscale et l'épanchement récidivant. Si on s'oriente plus vers une pathologie du ménisque, réaliser une IRM pour rechercher une anse de saut du ménisque. Si en revanche, un épanchement récidivant avec une impression de souris intra-articulaire qui est témoin de corps étrangers intra-articulaires, on pourra réaliser une radiographie, voire un arthroscanner, arthro-DDM, pour rechercher une ostéochondrite disséquante du genou. Le OCD, ça veut dire ostéochondrite, ou une lésion de passage d'une luxation de rotule. Dans tous les cas, a priori, devant un blocage vrai du genou, il faut solliciter l'avis d'un chirurgien orthopédiste. Devant les pseudo-blocages, il faut rechercher une pathologie surtout sur la rotule ou alors des lésions méniscales assez particulières ou chez les patients âgés. Pour la rotule, c'est simple. Luxation de rotule, est-ce qu'elle existe vraiment? Alors à ce moment-là, il faut suspecter une lésion de passage et demander son avis à un chirurgien. Si en revanche, il n'y a pas vraiment de luxation de rotule, il faut charger un syndrome rotulien. Dans le cadre des ménisques, c'est des pathologies assez particulières, assez rares, qui sont les ménisques hypermobiles ou voire même discoïdes. Et évidemment, dans le cadre d'un patient âgé, rechercher en première intention une poussée arthrosique ou un corps étranger dans le cadre de cette arthrose. Lorsque le patient est sujet à une poussée arthrosique, il faut évidemment l'orienter vers un rhumatologue ou un médecin du sport pour pouvoir traiter médicalement cette arthrose. Le syndrome rotulien est une pathologie extrêmement fréquente qui peut entraîner des pseudo-blocages du genou. La plupart du temps, ce n'est jamais chirurgical, il faut l'adresser vers un médecin du sport. Et enfin, évidemment, une arthrose qui échappe à un traitement médical ou des diagnostics un peu particuliers de ménisque hypermobile et discoïde, il ne faut pas hésiter à l'adresser à un chirurgien orthopédiste. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce topo? Alors déjà, premièrement, bien différencier le blocage vrai qui est dans 90% des cas issu d'une pathologie méniscale, des pseudo-blocages qui peuvent être, comme vous l'avez pu le constater, de différentes étiologies. Un vrai blocage nécessite un avis chirurgical assez rapide. En revanche, lorsqu'on a un pseudo-blocage, surtout des pathologies chroniques qui s'acutisent avec le temps, on a le temps de faire le diagnostic, d'établir un diagnostic avec des radiographies, voire une IRM ou un arthroscanner, et solliciter l'avis d'un médecin du sport, d'un rhumatologue, voire d'un chirurgien orthopédiste. Voilà, je vous remercie beaucoup. Donc, je m'appelle le docteur Yves Roxel. Après le genou instable et le genou douloureux, le genou bloqué, je vous propose l'étude du genou douloureux. Alors, elle sera un petit peu plus académique, en revenant sur quelques notions fondamentales, en se souvenant que le genou douloureux, c'est un motif très fréquent de plainte en consultation. Ça touche énormément de gens, 7% de la population sur une tranche d'âge. Ça a des impacts avec une restriction des activités de la vie quotidienne. Surtout, c'est la plus fréquente des arthroses et c'est également le siège d'élection des rhumatismes inflammatoires. Ce genou douloureux est donc une plainte fréquente avec une prévalence maximale dans la population active, avec un début qui peut être brutal ou progressif. Et le but de ce topo, ça va être de donner des outils pratiques pour essayer d'améliorer sa pratique au chevet du malade quand on n'en voit pas tous les jours, afin de pouvoir dégager une prise en charge la plus conforme possible. On se souvient que ce genou est extraordinairement complexe. Un petit rappel anatomique pour dire qu'il y a un petit peu près tout dans un genou. Et dans la liste que j'ai faite, je m'aperçois que j'ai même oublié les tendons. Le fonctionnement est très complexe, avec une articulation qui fonctionne sur 6 degrés de liberté, qui a un fonctionnement fin, différent entre les différents degrés de flexion, et qui a un comportement biomécanique qui est bien différent de celui d'une articulation emboîtée, comme une hanche par exemple. Surtout, il s'agit d'une articulation qui est très exposée, donc sujette
au traumatisme. De plus, elle est portante et donc on conçoit que l'atteinte dégénérative puisse y être fréquente. Alors, dans la vie de tous les jours, quand on ne voit pas des genoux comme nous tous les jours, le démembrement est parfois difficile et pour s'orienter, il faut être un petit peu systématique. Il faut avoir un examen systématique en demandant vraiment, en insistant bien sur l'interrogatoire, en ayant un examen clinique minutieux, un peu systématique, avec une imagerie. Si on peut avoir accès à une IAM assez rapidement, c'est mieux, bien évidemment. Quant aux autres examens, je veux parler de la ponction, des examens type scanner, scintigraphie, etc. Ils sont en fait orientés par la situation clinique et ne sont pas des examens de première intention. Alors, le genou douloureux la douleur fait partie des signes cardinaux. Donc, vous avez parlé des blocages, de l'instabilité. La douleur, il faut essayer de connaître un petit peu son type, si elle est aiguë, si elle est chronique, quel type d'effort, ça peut un peu orienter. Les classiques douleurs dans les escaliers, la position assise, le relèvement brutal, ça oriente plus vers une fémoro-patellaire. Les douleurs en flexion maximum, plutôt vers le ménisque. Sur terrain plat, c'est plus une atteinte dégénérative de la fémorotibiale. Après, on peut se préciser un petit peu les choses. Est-ce que le patient est capable de nous donner un siège précis de la douleur? Est-ce qu'il y a des signes généraux, de la fièvre, une altération de l'état général? Est-ce qu'il y a un épanchement? Est-ce qu'il y a des conséquences de cette douleur sur le genou? Une amyotrophie? Est-ce que le patient est normalement axé? Et est-ce qu'il y a un examen un peu plus spécifique, normal, c'est-à-dire des tests méniscaux et les tests de laxité ligamentaire que vous avez pu voir tout à l'heure? Alors, d'emblée, on va s'intéresser aux pathologies qui sont les plus fréquentes. Elles sont mécaniques, elles sont au nombre de 4. Vous avez la fameuse douleur rotulienne, chondropathie fémoro-patellaire, syndrome rotulien, on l'appelle comme on veut, on pourrait en faire un livre, tellement la symptomatologie est disparate et différente suivant les gens. On a bien sûr les lésions des ligaments dont on a parlé tout à l'heure, les lésions des ménisques et la pathologie arthrosique. Mais il ne faut pas oublier les signes d'atteinte plus rares et notamment voir si le patient a des antécédents, a une symptomatologie avec de la fièvre, des maladies inflammatoires qui sont connues, voire des malformations, notamment de rotule, qui sont déjà connues. Alors, la démarche diagnostique, si on est systématique, on va dans un premier temps essayer d'éliminer ce qu'on pourrait appeler les douleurs projetées, en gros tout ce qui ne vient pas du genou. Alors la première chose, c'est le LASEG, c'est le rachis, et donc il est de bon ton d'examiner le patient, de chercher un LASEG, de taper les réflexes. La seconde chose, c'est la hanche. La hanche peut entraîner une douleur du genou, l'inverse n'est pas trop vrai, mais la hanche, les coxarthroses entraînent souvent des douleurs qui vont vers le genou, avec chez ces patients-là des limitations de mobilité, notamment en rotation interne, mais également en flexion et en abduction. Donc, il faut bien tester les mobilités. Et on n'oublie pas, dans ces douleurs, qui pourraient mimer une douleur de genou, une thrombose veineuse, qui peut tout à fait faire penser à une douleur de genou. La deuxième priorité, c'est de retrouver la trace d'un traumatisme récent, en sachant qu'un traumatisme minime peut révéler ou accentuer une pathologie qui n'a rien de traumatique. Alors, par ordre d'importance, on a d'abord les petites contusions, puis après, on peut avoir l'hygroma, avec l'inflammation de cette bourse séreuse en avant du genou. Donc, ce n'est pas une hémarthrose, c'est une inflammation de la bourse séreuse. On peut avoir une plaie, et vous voyez sur la radio droite, attention aux plaies articulaires qui peuvent être minimes, et vous voyez sur la radio droite cet aspect d'air dans la cavité articulaire qui signe l'effraction de l'articulation. Alors, si on continue dans les traumatismes les plus fréquemment retrouvés, on a les luxations de rotule, toute la pathologie des fractures, volontiers tibia-fémur chez les jeunes, volontiers rotule après 50 ans. On a également les lésions traumatiques du ménisque. On en a parlé tout à l'heure, d'ailleurs vous avez vu la même diapo,
avec des petites différences en fonction des compartiments, donc plutôt sur un ménisque sein dégénératif sur le ménisque interne, et sur des ménisques anormaux, plutôt sur le compartiment latéral, en cas de ménisque discoïde. Ensuite, on a les entorses et les luxations. Alors, les entorses, elles sont de différentes gravités. On peut avoir des simples atteintes du ligament interne avec des petites entorses. On peut avoir des entorses associées, des entorses combinant croisés plus ligament interne. Et au pire, mais ça, bon, on ne le voit pas dans la vie de tous les jours, mais au pire, on peut avoir des luxations de genoux. Et là, j'insiste sur l'examen vasculaire qui doit être primordial et qui doit être fait, chercher le pouls devant tout gros traumatisme de genou et toute grosse déformation du genou. Toujours cette deuxième priorité, retrouver la trace d'un traumatisme, ne pas oublier, Julien en a parlé tout à l'heure, la rupture de l'appareil extenseur, qui est malheureusement un cas d'expertise fréquent, avec ce déficit d'extension active. Alors, ça touche plus le tendon rotulien vers les 40 ans, plus le tendon quadricipital vers la soixantaine. Et c'est fréquemment méconnu et souvent, on ne perçoit pas la déhiscence. On pense à une simple hémarthrose alors qu'en fait, il y a une interruption de l'appareil extenseur. La troisième priorité maintenant, c'est s'orienter en l'absence de traumatisme. Alors là, j'ai dû faire un petit peu catalogue en scindant en différentes pathologies. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais disons qu'il y a bien évidemment toutes les pathologies mécaniques. Ça va de les lésions dégénératives à l'arthrose, en passant par les séquelles traumatiques, les tendinites, les poussées congestives d'arthrose, voire même les complications des prothèses. Et chez les enfants, il y a des pathologies qui sont des pathologies infantiles que j'aimerais vous détailler parce qu'elles sont quand même assez spécifiques. On connaît tous l'apophysite de croissance, Osgood-Schlatter, mais le patient jeune a aussi des instabilités de rotule. Il peut avoir un ménisque discoïde, une ostéochondrite, voire dans des formes plus rares, un ostéomostéoïde. Troisième priorité, donc toujours l'absence de traumatisme. Là, je mets un grand cadre, les pathologies inflammatoires. Donc attention aux atteintes rhumatismales ou infectieuses. Rhumatismale, si c'est dans le cadre d'une polyarthrite, par exemple, c'est souvent pas la seule articulation touchée. Mais là, vous voyez, par exemple, ce monsieur, je l'ai vu la semaine dernière, c'est un patient qui a une maladie de Behçet. Il a une magnifique arthrite du genou avec un liquide qui est revenu à plus de 30 grammes de protéines. Méfiance aussi aux atteintes infectieuses, souvent avec une clinique un petit peu lourde et un tableau fébrile. Troisième grand groupe, les pathologies métaboliques. J'ai mis dans l'ostéonécrose, mais il y a aussi tout ce qui est microcristallin, l'échodystrophie, l'ostéoporose, etc. Et plus rarement, mais ne pas oublier, les tumeurs qui sont fréquentes au genou. À gauche, vous avez une petite exostose tout à fait bénigne, mais à droite, vous avez un ostéosarcome. Donc, méfiance. Ne pas oublier qu'on peut avoir aussi des maladies génétiques, une hémophilie avec des hémarthroses à répétition. C'est à peu près le même problème qu'on a avec des anticoagulants, et qu'il y a aussi des anomalies anatomiques qui peuvent exister au sein du genou. On a parlé du ménisque discoïde, on parle encore un petit peu des plicas. Donc, devant ce genou douloureux, comment s'orienter? Que faire? Quelle imagerie demander? Alors, on a parlé des critères d'Ottawa pour la radio tout à l'heure. C'est effectivement une bonne façon de voir s'il faut faire une radio ou pas. Après, en fonction des lieux et de la localisation, on peut avoir l'IRM facile ou pas. Attention à cette IRM hein, parce qu'elle est hautement sensible et il y a de faux positifs car passé 40 ans, en gros, les IRM sont souvent anormales et peuvent mal orienter. Les autres examens, ils sont orientés en fonction du contexte et souvent, bien sûr, il faut adresser les patients, soit un rhumatologue, soit un chirurgien orthopédiste. Je parle essentiellement pour ce qui est de la ponction, bien sûr.
Alors, en cas d'incertitude, si au terme de cet examen clinique et de cette imagerie, on ne s'en sort pas, bah, le plus prudent, c'est quand même d'immobiliser, alors pas avec un chloropédieux, hein, mais avec une attelle légère en position antalgique, de mettre du froid, de demander au patient de ne pas appuyer et de faire des examens complémentaires adaptés. Mais je vous rappelle deux urgences. Un, l'urgence vasculaire et deux, pas de passer à côté d'une tumeur. Le traitement, alors le traitement, bah, c'est celui de la cause. On va parler cause mécanique, orthopédique et cause médicale. Là, vous avez à gauche un blocage méniscal avec une attitude de patient assez caractéristique quand on touche l'interligne. Ensuite, vous avez le ressaut rotatoire qu'on vous a montré tout à l'heure, pardon. Et ensuite, donc, qui témoigne d'une pathologie ligamentaire à traiter. Et ensuite, une arthrose en fin de course chez une patiente qui vient en fait pour son genou gauche, mais qui montre à seulement 58 ans son genou droit qui a déjà été opéré 2 fois avec, à ce stade-là, déjà une deuxième prothèse de genou. Si le traitement, si le problème est médical, là je parle, je pense aux arthrites inflammatoires ou infectieuses, eh bien évidemment, il faut orienter vers le rhumatologue ou l'infectiologue de façon à avoir une prise en charge médicale complémentaire, en sachant que le chirurgien peut être amené à travailler aussi et à laver le genou en cause. Alors, de façon générale, en cas de gonalgie chronique, le traitement sera bien évidemment le plus conservateur possible, sans détailler, priorité à la rééducation. On peut s'aider d'infiltration, bien évidemment penser au poids et à toutes les mesures qui soulagent, la cryothérapie, les semelles, etc., adapter le poste de travail, le sport, et éventuellement penser aux viscosupplémentations qui, depuis une quinzaine d'années, nous permet de tenir des arthroses un peu plus longtemps qu'avant. Parfois, ce traitement, il est chirurgical. Il peut être chirurgical conservateur, donc on répare un ligament croisé ou on réaxe une jambe, un membre, mais il peut également être prothétique avec soit une prothèse complète, soit une prothèse partielle. Quelques exemples, quelques cas cliniques pour finir, et le point de vue de l'orthopédiste. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le genou chronique, c'est les lésions méniscales dégénératives, la rotule qui fait mal, les gonarthroses en poussée. C'est une adaptation du sport, un traitement médical et une orientation vers le médecin du sport ou le rhumatologue. Pour ce qui est du genou aigu, ça concerne plus le chirurgien. En cas de blocage, en cas de grosse arthrite ou de gros traumatisme, c'est bien évidemment le chirurgien qui doit être contacté. Et le chirurgien interviendra également en bout de course quand le genou sera totalement usé. Quelques mots sur la gonarthrose pour vous dire que c'est devenu une épidémie avec depuis 40 ans des genoux qui sont détruits de plus en plus tôt, dû à l'âge qui augmente et à la pratique sportive qui augmente avec des indications de prothèses de plus en plus importantes depuis une quarantaine d'années et des pauses de plus en plus fréquentes et même des 400% d'augmentation de reprise aux États-Unis. C'est un véritable fléau. Donc, il y a deux axes d'amélioration dans cette façon de voir les choses si le traitement doit être prothétique. C'est qu'on s'oriente vers des traitements qui sont un peu plus légers, et puis on a recours, si on peut, aux prothèses partielles. Et d'autre part, on a une prise en charge maintenant qui est facilitée concernant l'intervention avec ce qu'on appelle la RAC, c'est-à-dire la récupération rapide ou améliorée après chirurgie, toutes ces mesures qui sont chirurgicales et anesthésiques qui permettent d'améliorer les choses. Donc, quelques messages pour finir. Les outils, ils sont importants pour arriver à la bonne prise en charge. Deuxièmement, en cas de genou, gonalgie aiguë, on oriente plus vers le chirurgien. En cas de lésion chronique avec activité récente, acutisation récente, ça sera plus vers le rhumatologue ou le médecin du sport. Un petit mot concernant l'âge. Ce qui compte, c'est surtout la gêne du patient. Il faut se souvenir que quel que soit le traitement chirurgical, c'est la gêne du patient qui prime, ce n'est pas tout à fait l'âge.
Donc, il faut trouver la bonne fenêtre de tir, ni trop tôt, ni trop tard, et bien s'occuper du patient. Ce d'autant que ce patient maintenant est de plus en plus préparé au traitement prothétique et que la satisfaction de ce patient, une fois préparé, est forcément meilleure. Un dernier petit diapo concernant le point de vue de l'orthopédiste que je suis. Donc, l'échographie, méfiance, entre des mains spécialisées, oui, pour des choses superficielles, mais trop souvent, on voit des gens arriver avec un résultat d'échographie qui nous montre simplement un épanchement intra-articulaire, donc ça n'a pas grand intérêt pour nous. Les ménisques et les arthroscopies, méfiance aussi, on s'en méfie. Souvent, les patients nous sont adressés pour une lésion méniscale dégénérative ou ensuite d'arthroscopie, et les choses ne vont pas forcément beaucoup mieux. Donc, attention au diagnostic, il ne faut pas manquer. Je parle surtout des diagnostics médicaux, des diagnostics vasculaires et des diagnostics tumoraux, et tous ces patients qu'il faut envoyer. Enfin, se souvenir que des choses ont été faites dans les prothèses, tant au point de vue technique que leur façon de les poser, qui améliorent un petit peu ce passage un petit peu difficile qu'est la pose d'une prothèse de genou. Voilà, je vous remercie.